Donc, bonjour à tout le monde. De nouveau, cette session est dédiée au projet ECVAL, un projet européen qui place la reconnaissance des compétences des bénévoles au cours de son action. Nous sommes toutes et tous convaincus de l'importance de l'apprentissage non formel et informel pour le développement personnel et surtout sur les compétences que la recommandation du Conseil de 2018 sur les compétences de clés pour l'éducation tout au long de la vie définissent comme compétences citoyennes, personnelles et sociales. Et on a aussi vu et on a un constat qu'il y a beaucoup d'initiatives locales, mais il manque aussi un cadre commun. Et elle reste souvent invisible, non transférable ou difficilement compréhensible. Et c'est pour ça que ce projet ECVAL est né. Le projet ECVAL est un partenariat financé pour l'Erasmus Plus avec cette organisation et voilà. Cette organisation est de 6 pays différents. Donc, on a la plateforme espagnole du volontariat, c'est sûr, de nouveau de l'Espagne, Munster Technology University d'Irlande, les centres européens du volontariat du Belgique, CSVnet Italie et la Confédération portugaise du volontariat et Test Consulting de la Roumanie. Pendant les projets, on a eu la possibilité d'interviewer 684 personnes, associations, jeunes, évaluateurs, employeurs et bénévoles. Et on a eu la possibilité de valider, analyser les pratiques de validation existantes. Et après, on va discuter, créer une guide, mais aussi 23 normes de qualité pour encadrer les processus de validation. Donc, comme vous voyez ici, on a de nouveau, je répète, la question des constats qui manquait vraiment un cadre. C'est vrai qu'il y a un cadre commun européen, après on va entrer en détail, mais les différentes pratiques, souvent, ils se connaissent pas et souvent, ils se séparent pas. Donc, il n'y a pas une communication et il y a vraiment la nécessité d'avoir une structure, de générer la confiance aussi sur un processus de validation des connaissances, de l'apprentissage non formel et informel. Et donc, l'objectif du projet, c'était vraiment d'offrir un cadre simple, clair et accessible, favoriser la reconnaissance des compétences bénévoles à l'échelle européenne, mettre à disposition un guide pratique en 6 langues des 6 pays qui étaient et des partenaires qui étaient acteurs de ce projet, et aussi créer un prix européen pour valoriser les bonnes pratiques. Ici, vous voyez aussi l'étape clé du processus. Donc, en mars 2023, on a créé une première version des normes. En août, on a vraiment commencé cette consultation publique et analysé de nouveau les pratiques existantes. En avril 2024, on a fait la première édition du manuel et de la guide. Et novembre 2024, on a donné les prix européens pour la qualité et la validation des acquis d'apprentissage issus du volontariat. Et enfin, en mars 2025, on a publié la deuxième édition du manuel qui se trouve aussi dans les sites web. Donc, vous pouvez la télécharger après cette conférence. Et on a vu donc, on a dit qu'il y a un cadre politique européen. Bien sûr, il faut toujours rappeler que, en vertu du traité de Lisbonne, les États membres restent souverains en matière d'éducation et de formation, mais il y a toujours une fonction complémentaire de l'Union européenne pour soutenir la coopération entre pays, pour encourager l'échange de bonnes pratiques et surtout pour proposer des outils communs. Depuis plus de 20 ans, les institutions européennes, on est en train de discuter et de construire un cadre progressif pour valoriser l'apprentissage non formel et informel
et en particulier celles issues du bénévolat. On va vraiment passer en revue on va mentionner la déclaration de Bologne sur le système d'enseignement supérieur, la stratégie de Lisbonne de 2010 sur l'économie de la connaissance la plus compétitive, les recommandations du Conseil de l'Union européenne de 2012 qui a invité les membres à mettre en place des dispositifs de validation de l'apprentissage non formel et informel d'ici à 2018. La stratégie européenne des compétences de 2020. On a commencé aussi à voir la recommandation sur les micro-certifications de 2022, où on a entamé une discussion sur vraiment des apprentissages courts et comme les valider. On a eu en 2023 l'année européenne des compétences, donc une campagne de sensibilisation à l'importance de se former tout au long de la vie, et on a de nouveau souligné dans cette question-là de voir aussi sur les acquis par les bénévoles. Et de nouveau, en 2025, c'est vrai que c'était un petit texte, mais la communication sur l'union des compétences va aussi souligner cette importance de l'apprentissage non formel et informel aussi. Dans cette cadre politique, on a aussi des outils techniques, que c'est le cadre européen de certification, le EQF, la base de données ESCO, et après, de nouveau, des guides que le CEDEPOF a publié aussi, surtout sur les questions de l'apprentissage à travers le bénévolat. On va pas entrer, on est entre experts, donc on va pas entrer en détail sur les cadres européens de certification et sur aussi les ESCO. Mais c'est vrai que ces deux typologies d'instruments ont aidé un peu à donner la possibilité de communiquer entre pays et à niveau de la formation formelle, on va dire, et aussi informelle, mais on a beaucoup encore à faire. C'est toujours difficile de se faire reconnaître les propres titres des études et aussi sur les questions non formelles et informelles. Le parcours est encore là et c'est pour ça qu'on a commencé cette typologie de projets européens, surtout pour voir des règles précises de qualité et de qualité pour, de nouveau, essayer d'avoir un dialogue entre États et un dialogue entre institutions. Après, on verra, on entrera plus en détail sur cette question-là. Donc, on va maintenant passer sur la question de la validation tout court, et le CEDEPOF, que c'est l'AGC de l'Union européenne pour la formation professionnelle, donne une définition sur la validation de l'apprentissage non formel et informel et un processus de confirmation pour un organisme habilité qu'une personne acquis des savoirs, savoir-faire, information, valeurs, compétences mesurées par rapport à une norme prédéfinie. On voit déjà des différents éléments, donc un processus. Donc c'est pas un one shot, mais c'est vraiment un processus en 4 phases. Et il y a une confirmation par un organisme habilité, donc déjà, et sur des normes prédéfinies. Donc on voit déjà qu'il faut avoir un cadre aussi national pour cette typologie de validation. Donc, on a parlé des 4 phases de la validation. On a donc la 4 phases, l'identification. Donc, c'est le repérage des compétences acquises. C'est plutôt un travail introspectif, mais qui aide aussi, de nouveau, les bénévoles à comprendre ce qu'ils savent faire. Après, il y a une phase de documentation. Donc, la construction d'un portefeuille de preuves, attestation, production, témoignage. En phase d'évaluation, donc l'analyse des preuves par plusieurs évaluateurs formés, et de nouveau la certification.
donc la délivrance d'un document qui reconnaît vraiment cette compétence-là. De nouveau, les projets, mais aussi les processus de validation peuvent voir différents sujets. Bien sûr, il y a la centralité du bénévole, mais il y a aussi l'organisation des bénévolats avec laquelle le bénévole travaille. Mais aussi, il y a des organismes externes qui peuvent surtout faire les dernières phases de la validation, qui c'est l'évaluation et la certification. Bien sûr, l'organisation des bénévolats peut faire tous les quatre, mais c'est aussi la possibilité d'avoir des organismes externes, comme des universités, mais aussi des employeurs qui peuvent utiliser le système pour cette validation. Et bien sûr, il doit discuter et travailler ensemble avec des règles précises. Les CDPOF, de nouveau, rappellent deux principes fondamentaux. Tous les apprentissages ont les mêmes valeurs. Il n'y a pas une valeur plus grande de l'apprentissage formel. L'informel et le non formel ont les mêmes valeurs. Et toute typologie d'apprentissage se complémente. De nouveau, la validation, c'est aussi un instrument d'inclusion sociale, renforce l'employabilité et facilite la mobilité dans l'espace européen. On verra après qu'il y a des instruments comme l'Europass qui sont très importants. Le CDPOF aussi explique de nouveau des principes, donc la centralité du bénévole dans tout le processus, la confiance dans le processus, la transparence des critères, la transférabilité des résultats, et ça c'est très important aussi entre pays, mais aussi entre institutions des pays. Si on prend pour exemple l'Italie où je viens, il y a aussi un problème de transférabilité entre régions, parce que cette typologie de validation, c'est plutôt à niveau régional, et donc entre une région et l'autre, il y a quelquefois des difficultés. Et bien sûr, il doit avoir une accessibilité réelle et sans discrimination. On verra après que c'est vraiment cette approche aussi du projet. De nouveau, donc, maintenant, on va entrer dans les détails du processus, et on va voir comme ECVAL a souligné et a exploré les 23 normes de qualité. On les a regroupées en 7 normes générales, sinon spécifiques, correspondantes aux 4 phases du processus de validation. Comme vous voyez dans la présentation, on a la phase d'identification où il y a 4 règles. Après la phase d'évaluation, on a différentes règles, et aussi la documentation, on a 8 et 9. On va entrer, après vous trouvez dans la guide les règles, mais aussi très utile des exemples de bonnes pratiques, et aussi des modèles à la fin en annexe que vous pouvez utiliser comme exemple pour respecter cette règle, mais pour vraiment créer un processus de validation très utile et efficace. Donc, les premières normes générales, c'est de nouveau, je répète, la centralité du volontaire, du bénévole. Les processus tiennent compte des besoins, des attentes et des caractéristiques personnelles du bénévole. La deuxième, c'est le processus volontaire, informé et non obligatoire. Donc, le bénévole doit être vraiment informé et sur les objectifs, les méthodes, la durée et les avantages de ce processus de validation. C'est vrai qu'un processus de validation prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc, c'est très important, c'est vraiment très important voir, excusez-moi que je cherche de voir s'il y a des informations dans la chat. Non, je vois pas. Et donc, c'est très important. Après, il y a aussi l'importance de la visibilité de l'offre de validation. L'organisation doit rendre visible cette possibilité
à travers les sites web, à travers vraiment des affiches pour dire qu'il y a cette possibilité de validation. De nouveau, très important aussi la transparence et la fiabilité du processus et donc aussi l'idée d'une pédagogie solide. De nouveau, il faut vraiment avoir clair les objectifs, expliquer vraiment quelles sont les méthodologies et avoir un guide méthodologique structuré. La règle 5, c'est la protection des données. Là, on ne peut pas, comme association, mais aussi comme personne privée, on ne peut pas se dépasser du règlement de RGPD. Donc, il faut surtout faire attention sur le processus de validation parce qu'on verra aussi pour créer les portefeuilles du bénévole, on a vraiment à gérer des informations très délicate et donc il faut les stocker et il faut garantir une protection de cette donnée. On va recevoir quand même la date de naissance, les formations formelles et informelles. On va avoir les CV, donc toutes les expériences qu'il a fait. Et donc c'est très important déjà c'est très important respecter la protection des données en général pour les associations. Mais dans cette processus de validation, c'est de nouveau, très plus importante. Et de nouveau, la règle 6 va souligner l'importance de l'inclusion et l'accessibilité. Et on voit aussi que dans les différentes expériences qui ont été soulignées dans la guide, on a fait attention aussi à avoir des processus de validation aussi pour les personnes qui ont en situation de handicap, en utilisant la technologie, aussi le langage braille. Et donc, mais aussi là, il y a aussi, on va souligner aussi la possibilité d'avoir un processus de validation flexible et aussi un guide aussi sur les changements qu'on a fait pour garantir l'accessibilité. Chaque organisation doit utiliser on peut utiliser ce modèle-là pour vraiment développer un manuel d'accessibilité. De nouveau, il y a aussi une question d'adaptabilité du modèle et de durabilité. Je crois que ça, c'est très important. Le processus doit être utilisé pendant différentes années, donc c'est pas un one shot, mais c'est vraiment l'idée de réutiliser les processus de validation et donc c'est très important comme norme de qualité et aussi être flexible et ajuster les objectifs. Je crois que plus le processus de validation a des années derrière elle, aussi il va être connu et aussi il va être il y a cette possibilité de dialoguer avec des différents secteurs comme le secteur des employeurs, des compagnies privées, pour vraiment donner de la validité à ce processus. Maintenant, on va de nouveau entrer sur la phase d'identification. Et là, et que c'est un rôle très important ici aussi de l'association des bénévoles, parce qu'il y a un rôle clair et là, les règles et les projets vont souligner l'importance d'avoir une personne de référence, un mentorat, pour vraiment aider les bénévoles dans ce processus de réflexion intérieure. Et de nouveau, il va aussi souligner l'importance de la professionnalisation de cet accompagnateur. Et il doit connaître les méthodes de validation, il doit aussi connaître vraiment le processus d'éducation. Je crois que les bénévolats, c'est aussi un processus d'éducation. C'est très important cet aspect d'éducation et donc aussi qui doit gérer les bénévoles doit avoir aussi cet aspect là d'éducateur, mais c'est aussi cet aspect-là de connaître vraiment ce processus de validation qu'il peut donner.
De nouveau aussi, il faut voir dans les processus d'identification les différents secteurs où les volontaires et les bénévoles agissent et essayer de analyser et identifier tous les compétences autour de cette expérience de bénévolat. Donc, on peut penser, par exemple, à une volontaire d'un jardin communautaire. Il y a aussi les compétences transférables, comme l'empathie et d'autres choses, mais aussi il y a des compétences techniques et aussi des compétences sur la sensibilisation à l'environnement et à la protection de l'environnement, qui est très important et doit être évalué. Donc, il faut voir vraiment l'expérience des bénévoles comme complexive et voir vraiment soit aussi les aspects très précis du secteur où on travaille, mais aussi soit tous les compétences qui les bénévoles a développées. Et de nouveau aussi dans cette phase-là, mais aussi dans toutes les phases, c'est très important d'avoir un lien avec les cadres nationaux. Et on va ajouter aussi dans les cadres européens, dès que possible. On sait que les cadres européens, national, régional, c'est très important aussi pour cette possibilité de transférer de transférer cette compétence dans d'autres formations, mais aussi pour vraiment essayer de dialoguer avec les futurs employeurs et peut-être les futures formations formelles. Donc, c'est très important rester dans les cadres nationaux et surtout maintenant, on est des jeunes et des personnes qui ont voyagé beaucoup et donc c'est très important aussi essayer de voir aussi ce lien avec l'aspect européen et faciliter aussi cette transférabilité sur des différents pays. De nouveau, on sait toujours bien que c'est très difficile, mais cette phase d'identification, c'est aussi on va aussi essayer d'enseigner aux bénévoles comment se présenter et comment identifier cette compétence. Donc, c'est très important. Dans la phase de documentation, on va souligner aussi l'importance, donc la règle 12, la récolte des preuves qui doit être solide et aussi diversifiée. C'est vrai qu'en général, dans la formation formelle, on a vraiment des preuves très strictes, très standardisées dans notre expérience et dans toutes les expériences qu'on a pu analyser dans ce projet. Il y a dans la formation et l'apprentissage non formel et informel une variété de preuves qui doit rester là. Donc, ça veut dire qu'on doit être très flexible, mais aussi dans notre et donc, on doit accepter une diversification de preuves, donc attestation, témoignages, photos et tout. Mais ici, on doit vraiment essayer de voir des preuves solides. Donc, il faut voir tous les deux, la diversification des preuves, mais aussi des preuves solides. Sur les certificats, on va essayer de nouveau de voir l'importance d'avoir un certificat qui est très reconnu. Donc, on va souligner l'importance d'avoir un certificat où il y a un numéro d'identification précis. On a aussi la question d'avoir dans ce certificat les données personnelles du bénévole, en description vraiment des tâches effectuées, les résultats d'apprentissage, donc connaissances, compétences, l'autonomie, la durée et les périodes de cette expérience de bénévolat et aussi les coordonnées du tuteur, du mentor et aussi de l'institution qui a produit ce certificat. Sur la norme de qualité 14, de nouveau, la guide d'évaluation prend en compte un large éventail de preuves. Et de nouveau, aussi, la 15 et la 16, ils vont voir aussi l'importance de respecter les normes d'assurance de qualité propres du secteur concerné. Donc, ça veut dire que vraiment, et aussi l'évaluateur externe
doit être qualifié, mais aussi doit être expert dans la domaine correspondant où on va évaluer. Et aussi, de nouveau, il faut avoir les mêmes règles d'évaluation comme pour l'interne, comme pour l'externe. Je prends pour exemple, si quelqu'un va faire du bénévolat dans une food bank et il va utiliser des logiciels et elle veut évaluer toute la question de l'analyse et du cadre de l'expérience sur la logistique et de la gestion du magasin. De nouveau, l'analyse et la validation doivent avoir les mêmes niveaux de respect des normes et les mêmes types d'évaluation qui ont fait comme quelqu'un qui a fait une expérience à l'externe ou une expérience formelle ou dans un centre de formation professionnelle. Je crois que là, c'est vraiment aussi cette typologie de normes sur l'évaluation doit vraiment être respectée, mais il faut se focaliser et il faut faire très attention. Et c'est aussi une question de transférabilité du secteur de la validation et du certificat. Donc, soit aussi qui va évaluer doit être qualifié sur cette typologie de compétences, mais aussi doit avoir le même niveau d'attention qui normalement il va donner à des expériences formelles et des expériences faites, par exemple, dans un employeur. Et donc, de nouveau, la norme de qualité 19 va dire de nouveau, vraiment, aussi les normes appliquées doivent être équivalentes à celles d'autres formes d'apprentissage. Et ça, il faut faire vraiment attention. Et, de nouveau, il faut avoir la norme de qualité 21, il va dire aussi d'avoir des critères prédéfinis de réussite et aussi, de nouveau, sur la question de transparence, il faut vraiment expliquer aussi aux bénévoles, à l'institution et à les différentes institutions cette grille d'évaluation pour comprendre et faire comprendre aussi aux bénévoles quel type de preuve doit chercher et pourquoi il a passé l'évaluation ou pourquoi pas il a passé cette évaluation. Donc, la grille d'évaluation doit être établie et doit être établie en avance. La norme 22, il va aussi voir aussi cet aspect de la validation du bénévolat qui est emprunté sur l'employabilité. Cet aspect-là, bien sûr, il y a toujours l'aspect de gratuité, il y a toujours l'aspect du bénévolat qui est fait pour aider les autres, pour aider la société, pour changer la société, et reste toujours très important et l'aspect principal pourquoi on fait du bénévolat. Mais il y a aussi cette opportunité que le bénévolat, on voit aussi sur différents secteurs, que le bénévolat vient aussi utiliser pour la section pour sélectionner les personnels. Et c'est très important aussi cette typologie de validation et la norme va vraiment, de qualité 22, va vraiment essayer de dire que dans cette spécificité d'évaluation sur l'employabilité du bénévole, il faut aussi voir la motivation, l'autonomie, le sens de responsabilité. Il y a, c'est vrai, des typologies, des systèmes de validation qui va les faire rentrer dans des compétences transférables, mais il y a aussi d'autres qui ne vont pas, et donc cette norme, il va vraiment essayer de dire, si c'est pour l'employabilité, essayer de voir aussi cette typologie de motivation, autonomie et sens de responsabilité. Et pour finir, la norme 23 dit que la certification résultant de l'évaluation doit être conforme aux standards du secteur concerné. De nouveau, cette typologie, on va souligner cette compatibilité de la validation et de la qualité de la validation du processus de validation pour le bénévolat, qui doit savoir parler à d'autres systèmes
des validations et à d'autres typologies de secteurs, donc le secteur de l'éducation formelle et aussi le secteur de l'emploi. On a de nouveau, je vais répéter aussi cette question où les règles vont s'appliquer à toutes différentes typologies de processus de validation. Un processus tout interne à l'organisation des bénévoles, tout à fait possible, mais aussi il y a des possibilités et les règles s'appliquent aussi à des situations où il y a la collaboration entre l'organisation des bénévoles et des centres de formation ou des centres formels d'apprentissage comme les universités. Dans la guide, on a vraiment des exemples pris dans toutes les typologies. Et la dernière, c'est vraiment aussi sur l'organisation de bénévolat et aussi l'organisation, la compagnie privée qui fait du bénévolat, on va dire, d'entreprise, mais aussi qui veut sélectionner des bénévoles pour des travails normaux. Et donc, c'est aussi cette règle vont aussi dans les cas de la validation dans les cadres du travail. On a presque fini et après on va vraiment ouvrir à un dialogue et à une expérience, au partage, mais on va vraiment dire surtout aussi sur les prix qui ont été donnés à ces deux organisations. Donc, la Confédération espagnole des personnes en situation de handicap physique et organique et aussi les centres du service pour le volontariat de Bologne. C'était un prix qui a eu lieu à Bruxelles en novembre 2024 et c'était vraiment ils ont reçu cette prix européenne parce qu'ils ont mis en lumière la créativité et l'engagement exceptionnel des organisations à travers l'Europe dans la valorisation des compétences transformées par les bénévolats. C'est vraiment la première, donc comme fait a mis en place un système d'accréditation simple pour reconnaître les compétences des bénévoles, communication, engagement, sensibilité interpersonnelle. Et Volabo vraiment a créé un carnet de compétences du volontariat, des outils de réflexion, d'autovaluation et la valorisation aussi du tuteur et du système et à cet lien avec les systèmes de formation pour adultes. C'est vraiment cette typologie des liens entre différentes institutions que c'était très important, mais aussi la valorisation du tuteur, du mentorat. C'est là aussi que les organisations du bénévolat doivent vraiment se focaliser aussi sur la formation des mentors. Et donc, pour finir, c'est vraiment aussi pour souligner aussi que le projet a fait aussi des recommandations aux décideurs politiques européens nationaux pour soutenir de nouveau la reconnaissance de l'apprentissage issu du bénévolat et promouvoir des systèmes de validation lisibles, renforcer la sensibilisation, mais aussi un dialogue structurel et intersectoriel, parce que c'est très important, cette transférabilité, et de nouveau l'idée d'avoir des analyses à grande échelle et aussi voir vraiment des systèmes à grande échelle, pas seulement nationale, mais pour essayer cette transférabilité entre pays, entre secteurs et entre pays. Et donc, de nouveau, ce système il s'agit d'une outil simple, inclusive et adapté à tous les contextes. Et donc, c'est très important de voir de nouveau appliquer cette règle et les faire diffuser pendant toute l'Europe et dans tous les systèmes et vraiment voir si votre système de validation respecte cette règle de qualité. Prendre aussi des
des bons exemples dans la guide où il y a vraiment de bonnes pratiques qui ont été soulignées. Je crois que maintenant on peut finir la registration et entrer vraiment dans s'il y a vraiment si on veut en termes d'échange, donc si vous voulez aussi poser des questions ou partager des bonnes expériences ou partager des informations. Je vous laisse aussi cette QR code si vous voulez aussi remplir les questionnaires pour cette conférence, mais aussi pour voir pour partager de nouveau des bonnes conférences. Voilà. Moi, je laisse ici quand même les QR codes pour tout le monde et si quelqu'un veut intervenir, vous pouvez le faire. Voilà.